Alors, on va parler maintenant de la modélisation systémique et des boucles de rétroaction. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une entreprise, dans la conduite du changement, dans le fait de provoquer le changement systémique au sein d'une entreprise. C'est la représentation systémique, c'est la modélisation systémique, c'est une manière en fait graphique de représenter un système. Donc voilà, je vous présente un petit peu le dessin, donc, donc vous voyez à gauche X et Y, avec une flèche et plus ou moins. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc X et Y représentent des caractéristiques quantifiables d'un système, c'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter ou baisser. Exemple, un stock de café, un nombre de bugs à corriger, un niveau de stress d'une équipe, le niveau de stress de l'équipe pingouin, par exemple. Voilà. Donc, quand vous faites une modélisation systémique, quand vous faites des ronds et que vous notez quelque chose à l'intérieur du rond, nécessairement, ça doit être quantifiable, c'est-à-dire pas dans le sens où vous pouvez le mesurer précisément, mais c'est quelque chose qui peut augmenter ou qui peut baisser. Donc la flèche représente une interaction qui peut être positive ou négative. Donc une augmentation de x fait augmenter y. À ce moment-là, si une augmentation de x fait augmenter y, vous mettez un signe positif. Et si une augmentation de x fait diminuer y, alors là, vous mettez un signe négatif. Donc, à partir de cette définition, je vous pose la question de réfléchir à que vont devenir ces systèmes. Donc, je vous laisse regarder ces deux systèmes. On a x de a, donc c'est une quantité hein, de a, x de b, une quantité de b, voilà, avec de plus, ou x de a, y de b. Et à votre avis, que vont devenir ces systèmes? Donc, je vous laisse là quelques temps pour réfléchir à ça. Alors, la réponse à cette question, finalement, il y a éclatement du système si l'interaction amplifie des caractéristiques. Donc si on a plus et plus dans les interactions, comme vous le voyez dans ces systèmes-là, on va avoir un éclatement du système. À un moment donné, il va exploser. On n'a plus cette homéostasie de compensation au sein du système, et donc le système ne va pas se conserver en l'état. Donc, avec x de a, x de b, on a une relation symétrique avec surenchère, et dans la relation complémentaire, on a x de a, y de b, où il va y avoir un écart grandissant. En fait, A représente une personne, B représente une autre personne. Si vous prenez X, par exemple, qui va être la colère, par exemple, le niveau de colère, X va être en colère, et ça va provoquer encore plus de colère chez B, qui va provoquer encore plus de colère chez A, plus de colère que chez B, etc., etc. Là, on est dans un système qui va, au bout d'un moment, qui va éclater, qui va arriver à quelque chose de très violent, qui va faire éclater le système. Donc ça, vous voyez, la surenchère, on peut la voir quand on est dans une relation de compétition et qu'il y a une surenchère sans fin. Ça fait éclater le système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a forcément un des deux qui survit, ou enfin, on le revoit dans les... ça on peut le retrouver par exemple dans des guerres hein, ou des conflits entre des États, par exemple. À un moment donné, on est dans une surenchère qui arrive finalement à des graves conflits, des graves crises. La relation complémentaire, c'est un écart grandissant, c'est-à-dire que si vous avez par exemple, donc on prend x de a, par exemple, la domination de x, si x représente la domination et y représente la soumission, par exemple, si vous avez de plus en plus de domination de A qui provoque de plus en plus de soumission de B, qui provoque plus de domination de A, qui provoque plus de soumission de B, vous êtes encore dans un système qui va être de plus en plus... il va y avoir un écart qui va être de plus en plus grandissant. Et ça aussi, c'est un système qui n'est pas viable. De manière générale, quand vous avez que des plus comme ça, le système s'emballe en fait. Le système s'emballe et le système ne peut pas rester viable à long terme. Donc, si vous avez des boucles de rétroaction amplificatrices, vous pouvez voir que finalement, la quantité X va augmenter en fait hein, au fur et à mesure du temps, et donc les deux systèmes s'amplifient, et viennent en fait avec le temps à être à des niveaux de X de plus en plus importants. Donc un exemple plus concret par rapport à ça, la course aux armements nucléaires entre les USA et l'URSS. Vous voyez que c'est pas forcément quelque chose de... Comment dire? C'est pas forcément synchrone, ça peut être asynchrone. C'est-à-dire qu'il y en a un qui démarre très vite, l'autre voit simplement que l'autre augmente.
ça lui suffit pour lui aussi être dans la surenchère et vouloir augmenter sa quantité d'armement. Et donc on voit que là on est dans un cas comme ça de symétrie, où finalement, qu'est-ce qui provoque la baisse à un moment donné de la Russie? C'est peut-être le fait qu'à un moment donné les États-Unis aient accepté de baisser. Mais la Russie, est-ce qu'ils vraiment ils auraient arrêté avant de dépasser les États-Unis? C'est pas certain. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la complexité, on est dans l'interaction. C'est par l'action de l'autre va influencer mon comportement et mon comportement va influencer l'action de l'autre. Et donc, on peut être dans une surenchère où on est de plus en plus d'armement, voilà, je vois que tu en as de plus en plus, donc j'en fais de plus en plus. Et puis, à contrario, je vois que tu diminues, bah, j'ai plus besoin d'autant de stock, donc moi aussi je vais diminuer. Finalement, ça coûte cher, donc on va diminuer. Donc ça, c'est simplement pour illustrer comme ça ces relations systémiques basées sur la complémentarité ou sur la symétrie, mais avec cette notion d'amplification qui peut faire qu'on est dans un système qui éclate. Donc là, le système, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné, il arrive à une saturation, et c'est parce qu'il y a eu un changement de la part des États-Unis et aussi de la Russie derrière que le système a pu retrouver un état de calme. Donc une relation complémentaire avec boucle de rétroaction amplificatrice, on voit que on va avoir de plus en plus d'écart entre Y et X. Donc là le schéma il n'est pas très clair, je le reconnais, mais c'est un petit peu l'idée qu'on avait tout à l'heure, c'était que plus X augmente, finalement Y lui va être de plus en plus petit et va baisser de plus en plus. Donc, encore une fois, ces systèmes-là ne sont pas viables sur le long terme. Donc, je vous pose un exercice, là, un petit exercice de réflexion libre, en 7 minutes. Qu'est-ce qui influence véritablement l'action de l'autre? Est-ce la quantité de X ou est-ce que c'est la variation de X? Ça, c'est intéressant. Posez-vous quelques temps et réfléchissez à ça. Écrivez-le sur un papier, je vous donnerai la réponse après. Peut-on faire des erreurs de perception dans la dynamique de l'autre? Que perçoit-on réellement comme information? Et deux personnes différentes peuvent-elles avoir des interprétations différentes? Voilà, donc je vous donne, prenez 7 minutes, prenez votre chronomètre, mettez 7 minutes, faites pause et réfléchissez à ces questions. Et je vous donne la réponse dès que vous avez terminé. Donc pour cet exercice, qu'est-ce qui influence véritablement l'action de l'autre? Est-ce que c'est la quantité de X ou la variation de X? Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt la variation de X qui va influencer. C'est le fait que la personne aille de plus en plus loin qui va l'influencer. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est aussi la quantité de X qui influence. C'est-à-dire que la Russie, par exemple, elle augmente son stock d'armement parce qu'elle voit que les États-Unis sont en train de s'armer. Cette variation-là, elle l'inquiète. Le fait qu'ils soient dans une logique d'augmentation de leur armement. Et en même temps, même quand ils arrêtent, c'est aussi le fait d'avoir un stock élevé en face qui va faire qu'ils vont aussi, eux, augmenter leur stock d'armement. Jusqu'à peut-être se dire qu'ils peuvent les dépasser. Voilà. Donc c'est à la fois la quantité et à la fois la variation. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se poser la question de la variation. Parfois, le mouvement, le fait d'aller dans un sens, est une information aussi extrêmement importante. Si vous voulez quelqu'un qui est très fort, mais qui se pose avec beaucoup d'humilité et de gentillesse, vous n'allez pas forcément vous avoir peur, mais vous pouvez tout à fait rassurer. Et c'est pas finalement sa force qui va vous faire réagir, mais plutôt le fait qu'il soit dans une dynamique plutôt apaisante. Peut-on faire des erreurs de perception dans la dynamique de l'autre? Oui, évidemment, on peut faire des erreurs de perception, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas la réalité, mais c'est notre perception de la réalité. Et donc ça aussi, c'est un facteur qui est très important à comprendre. Ce qui compte, c'est pas tellement la vérité de l'information, hein, telle qu'elle est réellement dans le monde, mais c'est quelle perception on peut en avoir. Et donc on peut être facilement abusé ou trompé par rapport à ça. Que perçoit-on réellement comme information? On ne perçoit pas toute l'information, on n'en perçoit qu'une partie. On peut avoir des bruits de couloir, on peut avoir des informations qui nous sont incomplètes. Et finalement, on peut aussi se construire une réalité par rapport à des informations incomplètes. Et ça aussi, ça peut influencer notre comportement. Donc il y a des gens parfois qui vont être très en colère, très remontés contre vous. Vous ne comprenez pas trop pourquoi. Des bruits de couloir, une perception différente, une interprétation différente d'un mot, d'une phrase. Ils peuvent interpréter ce qu'ils pensaient que vous étiez en train de dire. Et ils peuvent être dans une logique agressive, alors que vous n'avez aucun problème avec eux.
Et donc, une logique agressive peut provoquer chez vous une logique défensive qui provoque de l'agressivité. Et là, on peut être dans une boucle finalement de négativité qui peut soit s'amplifier et provoquer une crise, mais qui peut aussi parfois simplement se dire, bon bah, chacun reste sur sa position, de toute façon lui je l'aime pas, il m'aime pas, on s'aime pas, on se parle plus. Et là on est aussi dans une forme d'homéostasie où finalement on refuse les interactions, on arrête les interactions entre les deux, il n'y a plus d'échange, on ne lui parle plus, et à ce moment-là, chacun reste finalement sur ses idées, dans son homéostasie, et finalement se remet pas en question. Deux personnes différentes peuvent-elles avoir des interprétations différentes? Oui, tout à fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant, important, en fonction de nos types de motivation, de notre profil. Dans la même situation, on peut avoir des interprétations complètement différentes. Et il ne faut pas sous-estimer le fait que les autres sont différents et peuvent percevoir la réalité de manière tout à fait différente. Je vous donne un exemple pour le cas d'une transformation agile. Vous pouvez avoir des managers qui vont tout à fait, eux, accepter, prendre avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, des conseils que vous allez leur donner, et ils considèrent que, bah oui, c'est génial, autant le faire comme tu dis, on va gagner du temps. Bon, moi, j'ai aucun problème avec ça, on y va, on essaye, il n'y a pas de souci. Et puis d'autres, quand vous allez arriver avec une posture haute en expliquant ce qu'il faut faire, ils vont se braquer, ils vont considérer que c'est pas à vous de leur donner des ordres, que c'est pas à vous de leur expliquer comment travailler. Et dans ces cas-là, une posture basse, une posture de questionnement, de silence, de co-construction et de présenter des options est quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus utile pour la transformation. Et donc, il faut être capable aussi comme ça, un petit peu de voir ce qui se passe en termes d'interaction, comment on influence la réaction de l'autre. Parfois, on arrive avec des croyances négatives sur les gens, qui font que on va être tout de suite, nous, sur la défensive, et on provoque de l'agressivité chez l'autre. Alors que quand on arrive avec un grand sourire, plein d'entrain, parce qu'on a envie de travailler avec les autres, et qu'on est content d'être là, et ben parfois, simplement ça, un grand sourire, et l'envie de travailler avec les autres, ça peut provoquer un cercle virtueux qui fait que on va être efficace et travailler de manière collaborative et constructive. Donc ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les jugements relatifs aux choses. Donc Épictète, déjà, nous expliquait ça à l'Antiquité. Finalement, on n'a pas... on est dans la continuité de ce que la philosophie, et ce que notamment les stoïciens nous expliquaient il y a plusieurs milliers d'années. Donc la zone de responsabilité de B, son niveau d'info, alors à quoi il fait attention, c'est-à-dire qu'il peut faire attention, être curieux, faire attention à plein d'informations, ou au contraire très peu. Donc ça, c'est sa responsabilité, et ça peut changer complètement sa perception de la réalité. Sa capacité à accepter ou non, donc effectivement, il peut, s'il accepte finalement les choses telles qu'elles sont, finalement, il va pas forcément réagir de manière extrêmement importante, il va pas y avoir une énorme variation si finalement il dit oui, bah c'est comme ça, c'est pas grave, je l'accepte. Donc sa capacité à accepter peut modifier la manière qu'il va avoir de réagir. Son interprétation, donc relativiser ou non, nuancer ou non, ça aussi, c'est un choix qu'il fait, c'est sa responsabilité, et ça peut modifier complètement son comportement. Ses choix de réaction, réaction stéréotypée ou bien plus stratégique, réfléchie, calculée. Donc il peut décider de réagir de manière très, j'ai envie de dire, automatique, par réaction par rapport à un événement, ou au contraire, il peut le digérer, prendre de la distance avec, et se projeter sur du long terme, et réfléchir, mais quelle est la meilleure stratégie, quel est le meilleur comportement pour moi et pour mes intérêts à long terme. Et donc là, on commence aussi à réfléchir en termes de niveau logique chez l'être humain. Quand on est dans une réaction automatique, on a un niveau logique, on va dire, basique, émotionnel. Tu t'énerves, je m'énerve. Et quand on est dans une réflexion plutôt à long terme, on relativise, on prend de la distance, là, on est dans ce qu'on appelle le mode mental adaptatif, selon l'INC, l'Institut de neurocognitisme. Et là, on est plutôt dans une logique à long terme, on est en train de réfléchir, mais ok, tu es en train de te mettre en colère, mais je ne suis pas obligé, moi, de rentrer dans le jeu, je ne suis pas obligé de me mettre en colère aussi. Je peux réfléchir à une stratégie de communication et de comportement qui va défendre mes intérêts à long terme. Donc ça peut être, par exemple, de se dire, dans un premier temps, je te demande pardon, je suis désolé de t'avoir mis en colère, je reconnais mes torts.
Ça va permettre à l'autre de redescendre, de se calmer. Et on peut avoir une discussion beaucoup plus intelligente, beaucoup plus poussée, beaucoup plus constructive, après, une fois que le calme est revenu. Donc sa capacité à respecter sa stratégie malgré les regards des autres et ses émotions, là encore, décider de ce qu'on fait non pas en fonction de l'avis des autres, mais en fonction de son intérêt à long terme, c'est aussi, encore une fois, une manière d'être un niveau logique plus adaptatif, donc un niveau logique supérieur, une logique de méta, hein, où on a conscience de l'environnement, on a conscience qu'on est un élément dans un environnement, on se place en méta, on prend de la distance par rapport à l'environnement, et là, on est capable de décider finalement de ce qu'on fait, de son comportement, de manière à influencer le comportement de l'autre, et être finalement dans une interaction beaucoup plus positive et constructive. Donc ce qui est important, hein, de comprendre là-dedans, c'est qu'on a pas mal, dans nos interactions, on a pas mal finalement, on a une zone de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a pas mal de choses sur lesquelles on peut agir. Et je vous invite, hein, à réfléchir à ça, la perception de la réalité, la manière dont on a d'interpréter les choses, comment on réagit. On a plusieurs niveaux comme ça entre la manière de capter l'information, la manière de la traiter, la manière d'agir. On a plusieurs niveaux comme ça, sur lesquels on a notre responsabilité, on a on peut prendre des décisions. Et parfois c'est très difficile parce qu'on est dans l'urgence, dans le stress. Mais parfois on est capable d'être plus dans le calme, de gérer son stress, et du coup de pouvoir prendre des décisions plus intelligentes, plus stratégiques à long terme. Et donc voilà, vous avez différents niveaux logiques aussi, vous, dans votre comportement. En systémique, c'est aussi une invitation, la systémique, à se positionner en méta, à prendre de la hauteur, à être non pas dans le système, mais au-dessus du système. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le manège et de finalement rentrer dans des cercles vicieux. Vous pouvez aussi décider de rester en dehors du manège, et de regarder le manège, et de réfléchir peut-être à l'arrêter, par exemple.